aujourd'hui pour la revue mensuelle de mes lectures de décembre. Et j'ai décidé de découper en plusieurs parties cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous présenter tout ce qui est graphique, ensuite les romances que j'ai pu lire et pour finir, toute la partie fantasy. On commence du coup avec le premier graphique que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit des Contraceptés, enquête sur le dernier tabou de Guillaume Dodin, Stéphane Jourdain et Caroline Lee aux éditions Stenkiss. Pour le coup, il s'agit d'une BD qui me sort complètement de ma zone de confort par rapport au trait graphique. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire à ce niveau-là et pour autant, je voulais vraiment la lire car elle traite d'un sujet qui pour moi est très important, à savoir la gestion de la contraception par les personnes qui possèdent un pénis. Alors plein de sujets sont abordés tels que la vasectomie, tels que potentiellement la pilule masculine qui est encore attendue aujourd'hui et qui fait beaucoup débat. Mais cette BD va surtout se focus par rapport au slip chauffant et je trouve ça super intéressant parce que clairement aujourd'hui on en parle beaucoup. La charge mentale que les femmes ont par rapport à la contraception, c'est vraiment quelque chose qui est énorme, explosif, quotidien, avec les conséquences qu'on connaît, aussi bien par rapport à la prise de poids que par rapport aux maladies liées aux pilules contraceptives. Vraiment, c'est pas forcément folichon, folichon. Et cette bande dessinée permet de voir comment les hommes peuvent prendre ce sujet en main. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est presque un essai BD, ça fait réfléchir, ça fait se poser des questions et c'est à mettre dans toutes les mains, dans toutes les bibliothèques. Et n'hésitez pas à l'acheter à vos conjoints pour potentiellement les faire réfléchir. Un duo de BD que j'ai emprunté à la médiathèque et j'en profite de les avoir encore sous la main quand je filme. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de L'amour en équation, à savoir pour le tome 1 Dans la bulle d'Émilie et pour le tome 2 Les amis dans les ennuis de Camomille et Clara Lang aux éditions Delcourt. Cette bande dessinée va parler de comment trouver un amoureux quand on est autiste et surtout qu'est-ce que l'amour quand on est autiste et qu'on n'arrive pas forcément à comprendre toute la partie sentimentalité. Au niveau du style graphique, on est quand même sur quelque chose de relativement épuré, même si certaines scènes montrent bien à quel point les autistes peuvent être dérangés par certaines choses. Et je trouve ça très bien représenté. Mais vraiment, dans cette histoire, on va s'axer sur qu'est-ce que l'amour, comment trouver un amoureux et au final, comment savoir qu'on est amoureux, sachant qu'en fait, Émilie se retrouve avec la demande de sa mamie qui est très malade de trouver un amoureux. Et là, elle est tout simplement perdue parce que comment on trouve un amoureux. Vraiment, j'ai hâte que le tome 3 soit réceptionné à la médiathèque pour pouvoir continuer cette série. Elle est vraiment très sympa. Dans les emprunts de la médiathèque que j'ai fait aussi et que j'ai du coup depuis rendu, j'ai lu les tomes 7 à 10 de Luca, de Bruno Dequier, aux éditions Dupuis. Alors avec ce tome 10, on arrive sur la fin d'un cycle. Le tome 11 va en débuter un nouveau et vraiment je trouve ça très intéressant de voir comment se termine ce cycle. J'ai beaucoup aimé. Dans ce premier cycle, on va suivre Luca. Luca qui est un jeune adolescent au lycée, qui est un petit peu paumé. Il n'est pas forcément bon élève, il n'est pas forcément bon en sport. C'est un petit peu une catastrophe ambulante en fait. Et du jour au lendemain, il a décidé de changer et de se prendre en main, sauf qu'il n'avait pas prévu l'arrivée dans sa vie de Nathan. Nathan était, et je parle bien au passé, un très bon joueur de foot, qui était un petit peu la vedette de son équipe de foot, sauf que il est décédé et que Luca va se retrouver en contact avec son fantôme. Et là, ça va vraiment changer la donne pour Luca parce que avec l'aide de Nathan, il va devenir un très bon joueur de foot. Il va réussir des prouesses à l'école, tout plein de choses, mais reste quand même en suspens la question de savoir comment Nathan est mort parce qu'il y a un grand flou au sujet de cette mort. Et la fin de ce cycle apporte les réponses et ça c'est très très chouette. Le deuxième cycle a déjà commencé puisque le tome 11 est sorti. Malheureusement il n'est pas encore disponible à la médiathèque. Du coup je vais devoir prendre mon mal en patience pour retrouver tous ces personnages, toute l'équipe de foot que Luca a pu construire. Vraiment j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Autre BD que j'ai emprunté à la médiathèque, il s'agit des Reines de sang, Marie Tudor, la Reine sanglante, tome 2, d'Éric Corbéran et Claudio Montalbano aux éditions Delcourt. Comme toute cette grande saga, la saga des Reines de sang, on suit cette fois-ci Marie Tudor et son histoire très sanglante, vous vous en doutez si elle est dans cette saga-là. Et dans ce tome 2, nous allons suivre la version adolescente de Marie Tudor qui déjà dans le tome 1 avait pas forcément une histoire super méga cool
et dans le tome 2, c'est guère mieux. Le tome 3 est déjà sorti, mais pas disponible non plus à la médiathèque, donc du coup, il va falloir encore que je prenne mon mal en patience, mais j'avoue qu'apprendre des petits faits comme ça, historiques, c'est bien sympa. Donc encore un livre que je dois recommander à la médiathèque pour qu'il puisse l'ajouter et que je puisse le lire. Côté romance, j'ai lu le tome 1 des Sharp End, à savoir T'embrasser sous la neige d'Emily Blaine, aux éditions HarperCollins Poche. C'est le tome 1, sauf que j'avais lu l'année dernière le tome 3, oui, parce que je ne savais pas que c'était une trilogie. Et résultat des courses, j'avais acheté ce tome 1 pour le lire durant l'hiver 2023-2024. Résultat des courses, bien sûr, je l'ai lu en 2024, mais maintenant il est lu. Dans cette histoire, on suit Juliette qui se fait larguer comme une vieille chaussette par son mec. Mais alors, c'est moche la façon dont il la largue. Et Evan qui est un rocker ultra connu qui vient de perdre son frère qui lui aussi était membre du groupe. Evan qui se retrouve du coup à devoir gérer sa petite nièce qui est toute mignonne mais qui reste un petit bébé dont il n'a pas l'habitude de s'occuper. Juliette et Evan se rencontrent pour deux raisons. La première étant que Juliette travaille dans l'événementiel et se retrouve à devoir gérer un gala de charité où Evan est la tête d'affiche. Mais ils se rencontrent aussi par SMS interposé puisqu'un des potes de Juliette décide, pour lui changer les idées, de prendre son portable et de proposer au premier numéro qu'il compose de participer à un concours de baisers. Ouais, c'est Evan en fait qui est derrière ce numéro-là, sauf que entre les numéros perso et les numéros pro, ils vont commencer à avoir un échange de SMS sans savoir qui est derrière le numéro auquel ils écrivent. Dans ce livre, on va donc suivre les deux points de vue, celui de Juliette et celui d'Evan, en alternance chapitre après chapitre, et j'avoue que c'est très sympa d'avoir ce point de vue omniscient en voyant que les autres ne savent pas vraiment ce qui se passe. C'est très drôle, c'est bourré d'humour. Les amis de Juliette sont juste super sympas. Enfin franchement, je me suis marrée. On se retrouve dans un Paris sous la neige. C'est magique en fait. Et comme romance de Noël, même si on retrouve certains clichés, franchement, ça passe très très bien. Et si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille pour Noël 2025. Toujours dans les romances de Noël, j'ai écouté Secret Santa de Sophie Jomain aux éditions Ozu. Cette romance de Noël est sous format calendrier de l'Avent, comme celle qu'Ozu avait déjà proposée l'année dernière, toujours par Sophie Jomain. Donc j'ai pu écouter un chapitre par jour, soit une dizaine de minutes d'écoute, quelque chose de rapide, quelque chose de doudou, où on va suivre notre protagoniste principale qui est en grande crise existentielle, car même si elle profite de l'argent de papa et de maman, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie, elle ne sait pas si elle doit arrêter ses études, elle se sent pas forcément bien dans le cursus de psychologie qu'elle a choisi, plein de questions du coup qui l'assaillent. Sa colocataire lui propose tout simplement d'aller à l'association qui aide les étudiants lillois qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir à l'alimentaire ou qui ont besoin d'une petite zone pour pouvoir discuter tranquillement et être au chaud. Elle décide donc de suivre les conseils de sa coloc et découvre un univers qu'elle n'imaginait même pas en fait. Et surtout, elle y fait la connaissance de Roméo. Donc, nous sommes sur une romance classique. Forcément, Roméo va être son love interest. Et j'avoue qu'il a plein de points qui font qu'il est relativement intéressant comme garçon. Déjà, il est cultivé et ça, c'est déjà un très gros point. Parce que le mec de notre protagoniste au début de l'histoire, c'est vraiment pas ça lui. Je sais que beaucoup ont critiqué l'écriture de Sophie Jomain en disant qu'on voyait que c'était pas une personne de 20 ans qui avait écrit le livre par rapport aux expressions. Moi, qu'on ai bientôt 40, franchement, ça m'a pas gênée. Je sais que d'autres aussi ont critiqué le côté raciste de l'histoire. Alors, étant une personne blanche, je n'ai pas vu le mal. Peut-être que ça a été mal tourné, peut-être que ça a manqué d'un sensitive rider, très certainement. Mais je suis mal placée pour juger. Toujours est-il que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je sais que l'année prochaine, c'est pas Sophie Jomain qui fera le calendrier de l'Avent au Zoo, mais je pense que je vais quand même le lire, l'écouter en fonction de ce qui sera disponible, si c'est toujours le cas sur Nextory. En cette fin d'année 2024, j'ai décidé d'avancer aussi sur une saga que j'avais en cours. J'ai donc écouté le tome 4 de The Devil's Son de Chloé Valérande aux éditions Plume du Web pour la version brochée et Lizzie pour la version audio.
Et nous suivons Avalon. Avalon qui est une jeune femme qui a une insuffisance cardiaque très marquée, mais surtout qui n'est éduquée que par sa maman. Elle va rentrer à l'université et là, elle va se retrouver confrontée au gang des Devil Sons, le gang qui ne fait pas que des affaires très clean, si vous voyez ce que je veux dire, et surtout où le second du gang est relativement porté sur des émotions, on va dire, explosives. S'ensuit donc une rencontre, une romance, puisque nous sommes clairement sur le genre romance, très explosive. La romance est très explosive, les deux ont des failles, les deux ont des défauts, et il se pourrait que des secrets plus énormes encore soient tenus secrets. Dans ce tome 4, on suit Avalon après les événements du tome 3 qui l'ont énormément marqué et qui ont fait que ça fait 3 ans qu'elle est loin des Devil Sons et qu'elle a un peu mené sa barque loin des siens, tout simplement. Et on va retrouver une Avalon qui a énormément mûri, qui est encore plus marquée par tout ce qui lui est arrivé, vraiment. C'est une Avalon pleine de doutes, de traumas, vraiment. On voit une évolution nette dans son comportement. Et aussi, on voit une évolution du côté de Clark. Et les retrouvailles vont peut-être pas se passer comme ça aurait dû se passer. Alors, clairement, cette romance n'est pas ce que je qualifierais de la romance du siècle, mais ça reste mon petit plaisir coupable. J'adore les écouter. Il y a quelques scènes de smut que généralement j'écoute en version plus qu'accélérée, parce que pas qu'elles me mettent mal à l'aise, mais j'ai pas forcément en ce moment envie d'écouter ça et elles n'apportent pas forcément quelque chose à l'intrigue. Mais côté histoire, franchement, ce tome 4 est au-dessus des autres, je trouve, où l'intrigue est encore plus poussée, où il y a plein de choses, d'ombre, de secrets, de comment ils vont s'en sortir. Vraiment, j'ai été happée et j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Et malheureusement, maintenant que je suis à jour sur cette saga, il va falloir que j'attende que le tome 5 sorte. Voilà, encore une saga où je vais devoir attendre. Côté tout ce qui est imaginaire, j'ai lu le tome 2 des Mémoires de la forêt, à savoir les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions École des loisirs. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, les illustrations sont juste magnifiques. Sanoé a fait un travail de représentation du texte qui est juste, je trouve, fabuleux et qui apporte vraiment un énorme plus à cette histoire. Vraiment, ça nous embarque encore plus et ça nous permet d'imaginer encore plus les choses par rapport au texte. Vraiment, bravo à l'illustratrice qui vraiment sublime ce texte. Et côté histoire, le tome 1 m'avait fait grandement pleurer puisqu'on y parlait de la maladie de l'oubli-tout qui renvoie à la maladie d'Alzheimer. Alors, je n'ai pas de proches qui ont souffert de la maladie d'Alzheimer, mais mon grand-père a souffert de sénilité sévère et au niveau des faits, c'est quand même relativement proche, je trouve. Cette fois-ci, on va retrouver notre ami Renard, libraire de son village. Sauf que Archibald va se retrouver face à Monsieur Loup qui lui dit que ben non, c'est lui le vrai propriétaire de la librairie. Alors Archibald est un petit peu perdu et va devoir enquêter pour savoir ce qu'il en est exactement et comprendre comment ça se fait que Monsieur Loup est propriétaire de la librairie que son grand-père avait. Bien sûr, tout aurait été plus facile si son grand-père, à savoir donc Cornelius Renard, n'avait pas souffert d'une tempête mentale où je crois, si je ne me trompe pas, que cette fois-ci on se réfère à l'épilepsie et franchement c'est pas le genre de maladie qui est déjà très très fun. Pour avoir une copine qui en a fait les frais, qui aujourd'hui a trouvé le bon traitement, c'est pas très agréable. Et du coup, on va retracer le passé de Cornelius Renard, donc de ce jeune renardeau au départ, et de l'histoire conjointe avec Monsieur Loup. Comment ça se fait que Cornelius Renard et Monsieur Loup ont une histoire commune par rapport à cette librairie? Alors, ce tome 2 m'a beaucoup moins touchée que le tome 1 parce que j'étais moins touchée personnellement. Mais j'avoue que une fois qu'on a commencé, on veut savoir ce qu'il en est, on veut suivre l'enquête qu'Archibald mène et on n'a qu'une hâte, c'est de savoir ce qu'il en est exactement. Il y a des moments qui m'ont pas fait pleurer, mais qui m'ont fait serrer quand même mon petit cœur. Vraiment, comme toujours, prévoyez la boîte de mouchoirs quand vous lisez
Les mémoires de la forêt, franchement, brr. Enfin voilà, c'est... Vaut mieux prévoir, au moins on est sûr. Ce tome-là se référait à l'automne, donc lu début décembre, on était encore dans l'automne. Je n'ai pas encore le tome 3, mais je pense que pour cet hiver, je vais me le procurer et le lire, parce que le tome 3 est sur l'hiver. J'ai également avancé dans la saga The Empyrean en lisant le tome 2, à savoir Iron Flame de Rebecca Yarros, aux éditions Hugo Roman, collection Romantaisie. Qui dit collection Romantaisie, je le rappelle, veut dire prévu pour un public majeur et averti, ou au moins un public qui a plus de 16 ans. Il y a de nombreuses scènes explicites. Je l'ai écouté du coup car il a été publié en audio aux éditions Telem et on suit à nouveau Violette, j'allais dire Violence parce que son surnom m'est resté en tête, et Xaden qui sont tous les deux des cavaliers, donc des cavaliers de dragon. Dans le premier tome, on suivait l'arrivée de Violette au cadran des cavaliers avec une fin sur ce tome 1 où on se disait oh, mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Eh bien, figurez-vous que ce tome 2, c'est « Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire ?» Il y a énormément de complots politiques, il y a énormément de secrets, il y a des tentatives de faire taire les gens. Vraiment, on attaque un côté sombre dans cette histoire qui est vraiment très très intéressant et bien traité. Et la fin du tome 2, là, que je tiens en main... Enfin, comment l'autrice a pu... Alors, je sais que ce mois-ci sort le tome 3 en anglais. Je ne lis pas en anglais. Il va falloir que j'attende juin pour avoir la traduction parce que nous, en France, on a décidé de faire ça 5 mois plus tard alors qu'à l'international, tout le monde sort à peu près en même temps au mois de janvier. Enfin voilà, j'ai adoré, vraiment, c'est ultra prenant. Ça reste une bonne bricasse. En audio, ça l'est aussi. Mais vraiment, c'est... J'adore. Et en plus, narré par Charlotte Ganor, vraiment, ça file des frissons, quoi. Enfin, voilà, c'est le genre de narratrice que j'adore suivre. Et elle ferait donc partie de mes narratrices préférées. Et je pense que je vais être à l'affût des livres qu'elle va pouvoir narrer pour peut-être plus facilement craquer. Et pour finir, durant ce mois de décembre, comme avant, j'ai continué une saga. Et j'ai continué en écoutant, oui, encore à nouveau, j'ai écouté parce qu'au mois de décembre, lire, ça a été relativement compliqué. Le tome 3 de la saga d'Oren, à savoir Glim, de Raven Kennedy, aux éditions Hugo Romance, collection Romantaisie pour la version brochée et Lizzie pour la version audio. Nous continuons donc à suivre Oren, et si vous ne connaissez pas cette saga, Oren est une femme en or, et plus exactement est la pouliche royale du roi Midas. Donc on est sur la réécriture du roi Midas, et là où le tome 1 montrait quand même toute l'emprise que le roi Midas avait sur sa pouliche royale, dès le tome 2, on voit que Oren prend son indépendance et que cette indépendance continue dans ce tome 3. Même si on retrouve à nouveau un conflit de loyauté, il y a une évolution d'Oren qui est assez phénoménale depuis le tome 1 et vraiment ça fait réfléchir en fait. Alors certes à la base il y a un syndrome de Stockholm entre Oren et Midas et Rip, général du roi Ravinger, va faire en sorte que Oren évolue dans le bon sens. Alors comme toujours pour la collection Romantaisie, il y a des scènes de smut, en voulez-vous, et encore je trouve que ce tome-là est moins présent que dans le tome 2 et sans commune mesure par rapport à l'introduction qu'on a eue dans le tome 1. Donc vraiment, je pense que je vais craquer à terme pour acheter cette saga en physique et l'avoir du coup dans ma bibliothèque. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à écouter le tome 4, je ne sais pas quand, mais j'espère quand même ne pas trop tarder. Et vous, qu'avez-vous lu sur le mois de décembre? Avez-vous déjà lu des livres que j'ai lus ce mois-ci? En avez-vous d'autres à me conseiller? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!